hasard a voulu que la naissance de Napoléon à Ajaccio le 15 août 1769 coïncide avec la prise de possession de la Corse par les troupes de Louis XV. Le père du futur empereur, Charles Bonaparte, est un juriste influent à Ajaccio. Il épouse en 1764 une adolescente de 15 ans, Laetitia Ramolino, mariage suivi de 13 grossesses, interrompu seulement par la mort du père en 1785. Charles joue la carte française et obtient la reconnaissance de la noblesse de la famille Buonaparte. Il profite ainsi des privilèges qui y sont attachés et fait entrer le jeune Napoléon à l'école de Brienne avant que l'école militaire de Paris ne lui ouvre ses portes. Le 1er septembre 1785, quelques mois après la mort de son père, le jeune cadet gentilhomme obtient son brevet de lieutenant d'artillerie en second au régiment de la Fère, alors cantonné à Valence. Commence pour lui une vie militaire qui ne s'achèvera qu'au soir du 18 juin 1815 à Mont-Saint-Jean. La monotonie de la vie de garnison le pousse à satisfaire sa boulimie de lecture. Rien ne lui échappe pendant ces 4 années, qu'il s'agisse des grands empires tels Athènes, Rome, Byzance, ou des grands conquérants tels Alexandre ou Hannibal. Un jour, dressant la liste des possessions anglaises, il mentionne pour mémoire en haut d'une page Sainte-Hélène, petite île. Les premiers temps de la Révolution ne semblent pas concerner Napoléon, qui obtient congé sur congé pour se rendre dans son île natale. Il se trouve néanmoins à Paris pendant l'été 1792 et assiste à la prise des Tuileries par le peuple, événement dont il gardera un souvenir écœuré. Pendant ce temps, en Corse, la situation tourne en l'affrontement entre les partisans de l'intégration à la République, regroupés autour des Buonaparte, et ceux qui poursuivent le rêve d'une Corse libre, dirigée par Paoli, qui fait appel aux Anglais. En 1793, la maison familiale d'Ajaccio est pillée par les paolistes et les Buonaparte doivent fuir la Corse pour se réfugier à Marseille. Chargé de mission dans la région de Nice, le capitaine Buonaparte passe par Toulon, où il participe au siège de la ville que les royalistes ont livré aux Anglais. Il entre de plein pied dans l'histoire. Le 19 décembre 1793, Toulon redevient française, et le jeune Napoléon et Buonaparte, qui était chargé de remplacer Don Martin grièvement blessé au commandement de l'artillerie du siège de la place, se voit propulsé au rang de général de brigade en reconnaissance pour l'activité qu'il a déployée tout au long des opérations qui ont conduit à la reprise de la ville. Son chef du Gommier n'a-t-il pas dit « Si on était ingrat envers lui, cet officier avancerait tout seul ». Cependant, la fortune semble déjà se détourner de lui. En bon patriote, Buonaparte entretient des relations amicales avec le frère de Robespierre. Or, le 9 Thermidor, celui que l'on nomme l'incorruptible, tombe, entraînant tous ses partisans dans sa chute. Pour le jeune héros de Toulon, c'est l'arrestation et la disgrâce. Relaxé, il vit chichement avec sa demi-solde à l'hôtel du Cadran Bleu, rue de la Huchette, à Paris, se contentant d'un repas à 25 sous par jour et d'une tasse de café noir à midi. Au soir du 12 Vendémiaire, il quitte son logis sordide pour se rendre aux Tuileries, où Barras appelle à lui les officiers généraux disponibles afin de combattre une insurrection royaliste. En lui donnant l'occasion de mitrailler les insurgés sur les marches de l'église Saint-Roch, rue Saint-Honoré, et de sauver par la même occasion le Directoire, l'histoire, pour la seconde fois, vient prendre le petit Corse par la main. Quelques jours plus tard, le 18 Vendémiaire, Buonaparte quitte définitivement l'hôtel du Cadran Bleu pour la magnifique résidence du général commandant l'armée de l'intérieur. Il rencontre également Joséphine Tacher de la Pagerie, une créole ci-devant côtesse de Beauharnais. Il l'aime, l'épouse au pas de charge et part pour l'Italie à inscrire au fronton de l'histoire une de ses plus belles campagnes. Dans la corbeille de mariage, Barras a déposé le commandement en chef de l'armée d'Italie, l'armée la plus délabrée de la République, une vraie bande de brigands. Pourtant, celui que l'on nomme à présent Bonaparte s'impose aux vieilles moustaches. Il passe le col de Tende, se glisse entre les Autrichiens et les Sardes. Le Piémont et la Lombardie sont conquis, le roi de Sardaigne met bas les armes.
C'est Arcole, Lodi, Rivoli, des noms qui entrent dans la fulgurante épopée. Épuisé, l'Autriche finit par demander un armistice. Lui crée la République cisalpine, légifère, s'occupe des sciences et des arts, traite de manière cinglante le directoire et impose sa volonté aux diplomates autrichiens. Il l'avoue, tantôt renard, tantôt lion, le secret du gouvernement consiste à savoir quand il faut être l'un ou l'autre. Son étoile est maintenant bien levée, elle va briller durant 18 années. Bonaparte rentre à Paris, où il est accueilli en vainqueur. Mais il reste lucide, l'encens ne lui monte nullement à la tête. S'il accepte d'entrer à l'Institut, il décourage les royalistes qui misent sur lui pour le rétablissement du trône et refuse de devenir membre du directoire. « Je vois que si je reste à Paris, déclare-t-il, je suis coulé dans peu. Tout s'use ici. Je n'ai déjà plus de gloire. Cette petite Europe n'en fournit pas assez. Il faut aller en Orient. » Attaquer l'Angleterre en Égypte. Occuper la route des Indes, alors que l'Europe s'apprête à se liguer une nouvelle fois contre la jeune République française. Pourquoi pas? Le directoire ne voit qu'une chose dans ce projet ahurissant, se débarrasser de celui qui, comme les directeurs le devinent, prendra un jour leur place. Par un beau matin de mai 1798, 400 voiliers quittent Toulon. Au passage, les Français s'emparent de Malte, point stratégique dans la Méditerranée. Le 1er juillet, les minarets d'Alexandrie sont en vue. À peine débarqués, Bonaparte s'enfonce dans le désert, refoule les Mamelouks, occupe l'Égypte, l'organise et jette les Turcs à la mer. Mais l'amiral anglais Nelson a détruit la flotte à Aboukir, emprisonnant le corps expéditionnaire français dans sa conquête. Après l'échec de Saint-Jean d'Acre, apprenant que la France a subi des revers sur le Rhin et que son nom est dans tous les souvenirs, jugeant n'avoir plus aucun rôle à jouer en Égypte, Bonaparte confie l'armée au général Kléber et rentre en France. Lorsque Paris apprend son débarquement à Saint-Raphaël, le 9 octobre 1799, l'ivresse s'empare de la ville. Jusqu'à ce soir du 16 octobre, où la nouvelle court les rues de Paris, tout semblait mort. La corruption inouïe du gouvernement de Barras ne scandalisait même plus. Lorsque Bonaparte réapparaît, la France pousse un soupir de soulagement. Toute la pourriture va être balayée. Le 18 Brumaire réussit. Mais c'est à Saint-Cloud, le 19 Brumaire de l'an 7, 10 novembre 1799, que tout se joue. Le Conseil des Anciens vote le remplacement des 500 par 3 consuls. Bonaparte est accueilli par les huées des députés réunis à l'Orangerie. La confusion est telle que Lucien, son frère, président des 500, l'entraîne à l'extérieur. Il faut en finir avant la nuit. Les tambours battent le pas de charge. C'est le glas du régime. Les soldats, baïonnettes au canon, murat en tête, envahissent l'Orangerie. La révolution est morte. Bonaparte est consul. Et, las du désordre, la France se donne à Bonaparte. La constitution du 18 Pluviose de l'an 8, 15 décembre 1799, votée par plus de 3 millions de voix, installe Bonaparte aux Tuileries. Il se fait lui-même premier consul, et entouré de Lebrun et de Cambacérès, se met au travail afin de rebâtir une administration. Mais l'Autriche se laisse entraîner dans la guerre par les intrigues de l'Angleterre et attaque en Italie. Le nouveau maître de la France décide de prendre les Autrichiens à revers. Il lance son armée de réserve sur les pentes du Grand Saint-Bernard et entre dans Milan le 4 juin 1800. Le 14, c'est Marengo. À 17 heures, la bataille est perdue. À 19, grâce à Desaix qui a marché au canon, elle est gagnée. L'ennemi demande à traiter. En une seule victoire, la France domine de l'Adige à Naples. De retour aux Tuileries, Bonaparte assiste à une grande parade militaire. Il monte un cheval blanc, caparaçonné de velours Nacara, avec lequel il va se placer face au château, à l'endroit où s'élève aujourd'hui l'arc de triomphe du Carrousel. Derrière lui, c'est une cohue scintillante d'aides de camp et d'officiers empanachés et dorés. Les troupes défilent,
tandis que la musique militaire fait entendre ses marches lentes et solennelles. De son regard brillant comme le cristal, le nouveau maître regarde ces hommes avec lesquels il va parcourir l'Europe. Bonaparte se met au travail et se rend compte qu'il n'est rien de plus difficile à harnacher qu'un peuple qui a secoué son bas. Pourtant il réussit, et le 14 juillet 1800, ce n'est plus la prise de la Bastille que l'on célèbre, mais le réveil de la France redevenue une nation. Bonaparte invente la Banque de France, donne au pays son administration en créant les préfets et les sous-préfets. Il signe le Concordat avec Rome, estimant qu'une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole. Le Conseil d'État collabore à la rédaction du Code civil, de ce Code civil que rien n'effacera, dira Napoléon à la veille de mourir. La France connaît la paix avec la signature du traité d'Amiens le 25 mars 1802, qui met un terme au conflit que la Révolution avait généré il y a 10 ans. Cela va à peine durer 1 an. Les succès de Bonaparte ont peut-être confondu l'orgueil britannique, mais pas le moins du monde calmé les royalistes extrémistes pour qui l'usurpateur est l'homme à abattre. La nuit de Noël 1800, c'est l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Le premier consul est indemne, mais des dizaines de morts et de blessés restent sur le carreau. Les complots se suivent. Cadoudal, qui a projeté d'enlever Bonaparte, devenu consul à vie, est arrêté in extremis le 9 mars 1804. Les Bourbons, le premier consul le croit, le prennent pour point de mire, et le duc d'Enghien, enlevé en territoire étranger, est exécuté dans les douves de Vincennes. Le fossé sanglant est à présent creusé entre les Bourbons et Napoléon. Aux yeux des régicides, le premier consul a versé le même sang qu'eux. Il est donc devenu l'un des leurs. Ils peuvent lui offrir la couronne. Moins de 8 jours plus tard, ils le supplieront de rendre son ouvrage immortel comme sa gloire. Bonaparte devient l'empereur Napoléon. Nous avons fini le roman de la Révolution, explique-t-il. Il faut en commencer l'histoire. La veille du sacre, lorsqu'il reçoit les chiffres officiels du plébiscite, on le félicite d'avoir fait entrer dans le port le vaisseau de la République. L'empereur le fait entrer au port peut-être, mais pour le mettre en cale sèche. La République est morte. Morte en couche d'un empereur, disent les Parisiens ironiques. Mais quelle naissance! Le 2 décembre 1804, par un froid de gueux, la double cérémonie du sacre et du couronnement a lieu à Notre-Dame. À peine le souverain pontife, Pie VII, venu spécialement de Rome, a-t-il béni les 2 couronnes, que l'empereur en saisit une, la place sur sa tête, prend l'autre, et couronne lui-même Joséphine, restée agenouillée devant l'autel. Parti premier consul par la rue Saint-Honoré, Napoléon Bonaparte revient empereur par les boulevards illuminés. En ce jour du couronnement, la nation est redevenue le peuple, mon peuple, dira l'empereur, et les sujets, des fidèles sujets. On retrouve le vieil ordre, au moins c'est plus franc. Le sacre marque la fin d'une hypocrisie. Le 2e jour du couronnement, une brillante cérémonie militaire rassemble, par un temps épouvantable, les troupes au champ de Mars. C'est la remise des aigles. Soldats, leur dit l'empereur, voici vos drapeaux. Ces aigles vous serviront toujours de point de ralliement. Ils seront partout où votre empereur les jugera nécessaires pour la défense de son trône et de son peuple. Rapidement, Napoléon se trouve forcé d'affermir sur la plus redoutable partie de l'Europe le trône qu'il vient de conquérir. Il sait que l'action de Londres devient de plus en plus pressante sur ses alliés européens. L'empereur espère déconcerter l'ennemi en attaquant par surprise l'Angleterre. À Boulogne, où le 16 août 1804, lors de la remise des étoiles de la Légion d'honneur sur le site du Terlictum face à la mer, l'enthousiaste déjà grand avait atteint le délire, il étudie les possibilités d'un débarquement qui doit aboutir à l'invasion de l'Angleterre. Le plan prévoit une diversion maritime. La flotte française entraînera les navires anglais sur la route des Antilles, puis virera vers l'Angleterre. Mais l'amiral Villeneuve, ne pouvant atteindre la Manche,
la grande expédition avorte sur toute la ligne. L'Autriche profite de cet échec pour envahir la Bavière, alliée de la France. En moins de 30 jours, il fait manœuvrer ses troupes en 7 torrents de la Manche au Rhin. Au lieu de se porter au devant des Autrichiens qui l'attendent devant la forêt noire, l'empereur les contourne et coupe leur armée à Ulm. Puis il marche sur Vienne, qu'il occupe le 15 novembre 1805. Le soldat, c'est déjà le grognard, grogne. L'empereur fait la guerre avec nos jambes. Il grogne, mais il marche. Le 21 octobre, Napoléon apprend le désastre de Trafalgar. Il doit faire oublier cet échec au plus tôt. Ce sera chose faite le 2 décembre 1805 à Austerlitz. Austerlitz, cette bataille où il a tout conçu, tout imaginé, jusqu'au mouvement de l'adversaire. C'est l'éclatante démonstration de la mécanique impériale, cette science inégalée et inégalable. Austerlitz marque également les débuts de l'imagerie impériale. Peut-on rêver dans toute l'histoire militaire scène plus belle que la veillée de la bataille? Cette nuit d'Austerlitz, cette chevauchée de Napoléon dans le brouillard, cette chevauchée de l'empereur entouré de cavaliers portant des torches et allant se faire acclamer de bivouac en bivouac. Et soudain, tout le front de bandières s'illuminant en l'honneur de l'anniversaire du sacre. Les musiques jouent des marches, tandis qu'une immense clameur de « Vive l'empereur !» poussée par 60 000 hommes, perce les ténèbres et va frapper les soldats russes et autrichiens, ces vaincus de demain. Ces vaincus, oui, car leur déroute sera complète, la victoire de Napoléon totale. Il s'adressera à ses soldats comme lui seul sait le faire. Il vous suffira de dire « J'étais à Austerlitz » pour que l'on dise « Voilà un brave ». L'empereur d'Autriche viendra au quartier général de son vainqueur pour implorer la paix. Le traité de Presbourg, signé le 26 décembre 1805, évince totalement l'Autriche de l'Italie. Peu de temps après, Napoléon donne à son frère Joseph le royaume de Naples. Louis, son autre frère, va régner sur la Hollande. D'un trait de plume, l'empereur modifie le Saint-Empire romain germanique, fondé il y a près de 1000 ans. Le roi de Prusse Frédéric Guillaume déclare alors la guerre à la France. La garde impériale quitte Paris, passe le Rhin, déborde l'armée prussienne et marche sur Iéna le 12 octobre 1806. Là, l'empereur Napoléon redevient le capitaine Buonaparte. L'artillerie n'est pas en place. Il donne des ordres, fait chercher des pics, des pioches, des pelles, et un falot à la main dirige lui-même les travaux. 2 heures plus tard, une véritable redoute permet aux batteries de passer et d'aller prendre les positions assignées. Quand le moment est venu, à l'aube, l'avalanche française culbute les lignes ennemies. Puis c'est la poursuite légendaire. Et Murat peut écrire à Napoléon « Sire, le combat finit faute de combattants ». Le 27 octobre, Napoléon entre à Berlin. La prise de Lübeck termine la campagne de Prusse de 1806. Mais après une courte suspension d'armes, l'heure des grands combats sonne à nouveau. Les troupes françaises, harassées, se lancent à la poursuite d'une armée russe qui se dérobe sans cesse. Le 8 février 1807, les deux camps finissent par se faire face. Les Français, inférieurs en nombre, se trouvent dans une situation difficile. Aveuglés par une neige épaisse, ils essayent de percer et d'emporter Eylau. Canonnée par l'artillerie ennemie, l'armée française réussit à culbuter les lignes russes au terme d'une mêlée affreuse. Napoléon reste maître du terrain où 20 000 morts forment le plus hideux spectacle jamais vu. La bataille d'Eylau, où l'armée française perd 16 généraux, est relativement la plus sanglante qui ait eu lieu sous l'Empire. Napoléon marche maintenant sur Danzig, qui tombe après 51 jours de combats acharnés. Le 14 juin 1807, c'est Friedland. La bataille commence à 5 heures du soir et se solde par une véritable déroute pour les Russes. Le 19 juin, Napoléon entre seul à Tilsit. La situation est rétablie. Le tsar Alexandre demande à traiter. Le 25 juin, le Niémen est le théâtre d'une grande scène.
Un radeau construit au milieu du fleuve reçoit l'empereur victorieux et l'empereur vaincu. Pour rançon de sa défaite, Napoléon demande au tsar de reconnaître ses conquêtes et d'appliquer le blocus continental qui reste sa principale préoccupation dans sa lutte contre l'Angleterre. Puis il rentre à Paris. Le blocus fonctionne, mais il y a une faille. Le Portugal, où le général Junot est chargé d'intervenir. Les troupes françaises entrent en Espagne, alors alliée de la France. À Bayonne, en mai 1808, le roi d'Espagne abdique en faveur de Napoléon, qui offre la couronne à son frère Joseph, tandis que Murat coiffe celle de Naples. Alors que rien ne semble pouvoir résister à Napoléon, le 22 juillet de cette année 1808 vient tout changer. En effet, cette date marque un tournant dans l'histoire impériale, avec la capitulation du général Dupont à Belen. Pour la première fois, depuis que Napoléon commande la France, des troupes de la Grande Armée sont défaites en race campagne. Napoléon va intervenir personnellement en Espagne, après avoir renforcé à Erfurt l'alliance franco-russe esquissée à Tilsit. Fort de ces nouveaux accords, Napoléon et la Grande Armée peuvent marcher sur la péninsule ibérique, et après avoir franchi la Bidassoa, foncer vers Madrid, qui se soumet. Napoléon reprend alors la chasse aux Anglais. Sur le point de les atteindre, il apprend à Astorga les préparatifs autrichiens et la confirmation des intrigues qui sourdissent à Paris. Il rentre en France le 16 janvier 1809, laissant le soin au maréchal Soult de continuer la poursuite. Humilié depuis 4 ans par le traité de Presbourg, l'Autriche croit le moment favorable pour reprendre les provinces perdues. En Bavière, Napoléon découvre les fautes de l'ennemi qu'il va battre en 5 batailles. La Grande Armée parcourt plus de 100 km en 40 heures. Au combat de Ratisbonne, l'empereur est blessé au talon. L'armée y voit là une preuve de son invulnérabilité. La course continue à travers l'Allemagne. Les Français s'emparent de Vienne pour la seconde fois et se dirigent vers le Danube qu'ils commencent à franchir le 20 mai 1809. Le 21, les forces françaises se déploient face au village d'Asperg et d'Essling. La nuit vient mettre un terme aux sanglants combats, sans résultat pour les deux camps. Les Français se retirent dans l'île de Lobau, tandis que le maréchal Lannes, grièvement blessé, se meurt. Au pied du mourant, Napoléon, accablé, médite. Les jours passent, tandis que les Autrichiens fêtent Essling comme une victoire. Le 4 juillet, dans la nuit, les Français traversent à nouveau le Danube. Les Autrichiens se mettent en retraite sur Wagram, que l'empereur attaque sans cesse. La nuit vient une nouvelle fois mettre un terme au combat. Le lendemain, alors que l'empereur donne l'ordre d'attaquer, les Autrichiens, dont une grande partie des forces n'ont pas été engagées la veille, passent à l'offensive et prennent l'armée française à revers. Jugeant la situation critique, Napoléon lance Davout, Oudinot et Masséna. Essling et Aspern sont repris. En 1 heure, la bataille a changé de face. Napoléon, qui n'a pas dormi depuis 2 jours, dort 1 heure. Lorsqu'il se réveille, la bataille est gagnée. Le 11 juillet 1809, il se présente aux portes de Znaïm, où il signe l'armistice demandé par les Autrichiens. Pourtant, il n'a plus entre les mains l'armée de ses premières campagnes. Il lui faut des hommes, encore des hommes. Et c'est sans enthousiasme que de tous les coins de l'Empire, les conscrits partent le sac sur le dos. Les années 1810 et 1811 constituent les années glorieuses du règne de Napoléon. Depuis qu'il a saisi le trône impérial, son principal souhait est de forger le premier maillon d'une nouvelle dynastie. Marie Walewska, sa maîtresse polonaise, lui a donné un fils. Il peut donc procréer. Fouché fait entendre à Joséphine qu'elle devrait pour le bien de l'État se résigner à la séparation. Napoléon finit par la répudier. Ce divorce met en émoi toutes les cours d'Europe. Et le 11 mars 1810, le maréchal Berthier, prince de Neuchâtel,
épouse au nom de son souverain l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche. Le 30, toute la cour est réunie à Saint-Cloud pour la cérémonie du mariage civil, et le lendemain, l'empereur et la nouvelle impératrice font leur entrée solennelle dans Paris. Le 17 avril, ils partent visiter Cambrai et Anvers. Le 3 juillet, le roi de Hollande, Louis-Napoléon, abdique en faveur de son fils. Napoléon rejette cette abdication. 6 jours plus tard, le 9, un décret impérial réunit la Hollande à l'Empire. Pendant ce temps, la guerre continue en Espagne. Napoléon n'y songe guère. Un événement retient toute son attention. Bientôt, il sera père. La France va s'étendre de Hambourg à Rome, dévorant nationalités, provinces et royaumes. Il faut 15 jours au plus rapide courrier pour traverser l'Empire. Le 20 mars 1811, à 9h15 du matin, le canon tonne sur Paris. L'enfant est né. C'est un garçon. Il trouve une couronne dans son berceau, la couronne temporelle du pape, le roi de Rome. Je l'envie, murmure Napoléon en pleurant de joie. La gloire l'attend alors que j'ai dû courir après elle. Pour saisir le monde, il n'aura qu'à tendre les bras. Cela ne durera même pas 3 ans. Pourtant, l'année 1811 se continue d'une manière brillante pour l'armée française. Après une suite de succès retentissants, l'Espagne est occupée. Mais le tsar viole les accords de Tilsit et d'Erfurt et prend le parti d'Albion, qui continue la lutte. La guerre générale plane sur l'Europe. 1812. Napoléon s'avance sur le territoire russe afin de contraindre Alexandre au combat. Une armée cosmopolite franchit le Niémen le 24 juin. Français, Wurtembergeois, Portugais, Polonais, Italiens, Croates, Dalmates, Autrichiens, Prussiens, Belges passent le fleuve devant un ennemi qui se retire. C'est la catastrophe de Russie. Le désastre est maintenant partout. Ayant appris la tentative avortée de coup d'État du général Mallet à Paris, Napoléon quitte l'armée à Smorgoni le 5 décembre 1812, laissant le commandement à Murat. Dès son arrivée dans la capitale, il se montre à ses ministres et sans détour leur dresse un tableau complet du désastre. Loin de se laisser abattre par la situation, il déploie une activité prodigieuse. Mais la situation extérieure est difficile. L'armée n'existe plus. Maintenant, tout va aller vite. Très vite. Tragiquement vite. Vous êtes perdu, sire, lui dit Metternich, qui compte précipiter la chute de l'Aigle en se proposant comme médiateur entre le tsar et Napoléon. Les Russes et les Prussiens envahissent l'Allemagne. Napoléon repart en campagne avec une armée de jeunes soldats. Il bat Blücher à Lutzen en mai 1813. À l'armée, Metternich demande un armistice afin de permettre aux coalisés de se regrouper et à l'armée autrichienne de mettre bas le masque. Napoléon ouvre la campagne par une victoire à Dresde le 27 septembre. Les armées coalisées sont disloquées. Mais bientôt, l'armée française est défaite sur plusieurs fronts. Le Grand Empire est mort. Le 1er janvier 1814, les coalisés passent le Rhin. Napoléon n'a plus d'armée. La France connaît à son tour l'invasion. On se bat à Vincennes, à Clichy, à Montmartre. Napoléon accourt pour prendre la défense en main. À 20 km de la capitale, il apprend que Paris vient de capituler. Le 31 mars 1814, le tsar et le roi de Prusse font leur entrée dans Paris. Napoléon est à Fontainebleau, où il organise l'armée lorsqu'il apprend que les Alliés refusent de traiter avec lui. C'est là que tout va s'écrouler. Il veut marcher sur Paris, mais les maréchaux s'opposent à ce projet. Que voulez-vous, messieurs? L'abdication. Par le traité du 11 avril 1814 à Paris et du 13 à Fontainebleau, Napoléon conserve son titre. L'île d'Elbe lui est accordée comme royaume. À présent,
seuls les grognards de la vieille garde occupent encore les postes du château de Fontainebleau. C'est à eux qu'il fait ses adieux. Il apparaît en haut de l'escalier en fer à cheval. Ce qui reste de la garde, le premier régiment des grenadiers à pied et les marins, se trouvent alignés sur deux files. Il y a d'abord un lourd silence. Puis les tambours se mettent à battre. D'un geste, Napoléon les arrête. Suivi des commissaires étrangers et des derniers fidèles, il descend les degrés. Parvenu au centre de la cour, il s'arrête. Et d'une voix claire qui va se briser, il lance les paroles immortelles. Que j'embrasse votre drapeau, votre général. Les larmes aux yeux, le général Petit s'avance. Une émotion indicible plane. Les généraux alliés eux-mêmes sentent leur gorge se serrer. La garde de l'Aigle s'avance. Elle entoure le drapeau du premier régiment de grenadiers. Des noms prestigieux sont brodés. Marengo, Austerlitz, Jena, Eylau, Friedland, Vienne, Berlin, Madrid, la Moskova, Moscou. Napoléon fait un pas au-devant du drapeau et l'embrasse. Dans les rangs passe comme un frémissement. Rapidement, l'empereur se dirige vers sa voiture où Bertrand l'attend. La portière claque. Le cocher enlève ses 6 chevaux et la berline se dirige vers la grille. Arrivée sur la place, elle prend à gauche vers la route de la forêt. Premier tour de roue sur la route de l'exil. La route de l'île d'Elbe, où il sera rejoint par une poignée de grognards. À peine l'empereur parti, les Bourbons ont fait leur entrée à Paris. Renseigné par la lecture du Moniteur, qui lui signale les aberrations de la politique réactionnaire du gouvernement royal, l'idée de revenir germe dans l'esprit de l'exilé. Le congrès de Vienne, où l'on intrigue sur le sort de l'Europe, va l'arracher à son inaction. La rente qui doit lui être versée ne l'est pas. En outre, il est averti du projet de l'enlever de l'île d'Elbe pour celle de Sainte-Hélène. Il fait doubler sa garde et vérifier les canons. À Vienne, le congrès danse, mais à Paris, le peuple gronde. Des munitions sont achetées à Naples, des armes à Alger. Le 26 février 1815 au soir, Napoléon embarque. Le 1er mars, il foule le sable de Golfe-Juan. Il a avec lui 1 millier d'hommes. Le 5, à Gap, il fait imprimer les proclamations à l'armée. Le 7, aux étangs de la Fraye, près de Grenoble, des troupes lui barrent la route. Napoléon s'avance. « Braves soldats du 5e, je suis votre empereur. Reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voilà. » Il découvre sa poitrine. Un silence lourd plane. Puis un immense cri. « Vive l'empereur !» Grenoble lui ouvre ses portes, puis Lyon. Le 20 mars, Napoléon est aux Tuileries, acclamé par une foule en délire. À la nouvelle du retour de l'empereur, les représentants de l'Europe oublient leurs intrigues de la veille et le proclament hors la loi. Entouré de ceux qui l'ont suivi dans l'exil, Napoléon se voit forcé de préparer la guerre. Il quitte les Tuileries dans la nuit du 11 au 12 juin. Le 15, il pénètre en Belgique. Le 16, il bat les Prussiens à Ligny. Le 18, c'est Waterloo. Le désastre est consommé. Les 2 bataillons du 1er grenadier de la garde impériale sont encore formés en carré. 2 bataillons contre 2 armées ennemies. Suivant l'empereur au pas ordinaire, en bon ordre, il quitte en dernier le champ de la dernière bataille. Tout est maintenant fini, irrémédiablement fini. Il est à Malmaison, dans la chambre en rotonde où Joséphine est morte l'année dernière. Il rêve devant le lit où veille 2 cygnes aux ailes reployées. Il rêve. C'est la femme que j'ai le plus aimée. À l'aube du 15 juillet 1815, ayant revêtu son uniforme légendaire, il quitte la terre de France. Napoléon, la lorgnette d'Austerlitz aux yeux, regarde au large se profiler le bel rond fond éclairé par le soleil levant.
Il est 6 heures du matin. Il ne retrouvera la terre que dans 3 mois et 2 jours, et ce sera celle d'une autre île. Cette petite île, dont il avait écrit le nom il y a 27 ans à Auxonne, sur son cahier d'étudiant, tout en haut d'une page demeurée blanche. Sainte-Hélène. Sainte-Hélène où durant 4 années, Titan enchaîné comme Prométhée sur son rocher, il revivra son histoire. Quel roman que ma vie! C'est de la vallée du Géranium, où il est allé dormir sous une dalle sans nom que l'épopée va naître. 10 ans après sa mort, le drapeau tricolore flotte à nouveau sur Paris. La statue du petit caporal est replacée en haut de la colonne d'Austerlitz, place Vendôme. Cette colonne, faite du bronze des canons pris à l'ennemi en décembre 1805. L'arc de triomphe de l'Étoile, où sont inscrits les noms des héros, monte son arche vers le ciel. Et la légende prend son envol.